Bien. Donc, je reprends avec votre permission la relation à l'idée de l'État juif s'est faite naturellement chez les Juifs séfarades exilés du deuxième temple. Ils n'avaient pas la sainteté du premier temple, mais étaient pleinement reconnus comme tels, encore une fois, dans la mesure, on reprend, descendants des Judéens sionistes du temps de Ezra et de Néhémia. Vous vous rappelez que justement, le terme de Judéen, c'est à rattacher à Yehudi, Mordechai appartenant à la tribu de Binyamin et étant appelé Yehudi. Pourquoi est-il appelé Yehudi? Parce qu'il provient de la dernière entité politique présente en Eretz Israël sous la direction de Yehuda, bien qu'ayant appartenu à la tribu de Binyamin. Quand on est à l'étranger, n'est-ce pas, on n'a jamais été appelé Yoséphim, on a été appelé Yehudim, juifs, pas? Parce que justement, il y a cette nostalgie du retour sur notre terre. Alors que la tradition ashkénaze était la reconduction d'une tradition juive de l'exil du premier temps. Celle-ci avait refusé la notion de l'État juif réclamée dès lors du retour à Sion et attendait le Mashiach de la fin des temps. Qu'est-ce qu'il nous faut entendre? Pardon. Qu'est-ce qu'il nous faut entendre? Eh bien, d'abord, et ça va se répercuter pendant toute l'histoire occidentale, vous n'avez jamais eu dans la tradition séfarade de séparation entre la Torah et Eretz Israël. Pourquoi? D'abord parce qu'il y avait l'étude de la Kabbalah qui faisait qu'automatiquement on savait voir l'unité des choses. Seulement, dans le monde ashkénaze, aussi influencé malheureusement par risque de la chrétienté, on a séparé la Torah d'Eretz Israël. Diront nos maîtres, par exemple, c'est un détail intéressant, à rappeler, Herzl, à défaut de ce que les gens croient, Herzl était séfarade, n'est-ce pas? Il venait de la communauté de Zimlin et du Rav Yehuda El-Kalaï, dont le grand-père était d'ailleurs très proche du Rav El-Kalaï, du Rav El-Kalaï. Peu importe, mais c'était un séfarade. Et le Rav Yehuda, le fils du Rav Kook, rappelle que justement c'est parce qu'il était séfarade qu'il a eu cette nostalgie, cet engouement à l'égard d'Eretz Israël. Ce qui était évident dans le monde séfarade, l'est beaucoup moins dans le monde ashkénaze. D'accord? Et l'origine même, après les pionniers, après le retour, hélas, quand les élèves du Gaon de Vilna viennent en Israël, ils sont, d'une certaine manière, ils sont raillés. Il y a très peu qui viennent. Quand les élèves du Baal Shem Tov, le Rav Menachem Mendel de Vitebsk, qui viennent, ils sont raillés. En plus, ils se font des guerres entre chassides et lituaniens. D'accord? Donc, il y a aussi plein de problèmes qui se grèvent là-dessus. Mais on a tendance à oublier que les premiers sionistes, si on peut dire, c'était des Sfaradim. On n'en parle pas. Quand je dis que justement, il y a une évolution qui va aller dans ce sens, mais qu'on en parle très peu, qu'on a très peu parlé pendant 80 ans, on a très peu parlé du Rav Yehuda Bibas, on a très peu parlé de Madame Dona Gracia, qui est une femme Ça me paraît extraordinaire. plus naturel, en fait. Pardon? Moi, ça me paraît plus naturel. Ben oui, malheureusement, on n'en a pas parlé. Ah oui, voilà, ma belle Méditerranée, Mais c'est ça le ça me problème. paraît naturel. On n'en a pas parlé. Mais dans les écoles, on n'en parle pas. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, demande à être repensé. Et pas que l'école pas religieuse, même dans les écoles dites religieuses. D'accord? Il faut bien comprendre cela. Dans les ouvrages de pensée juive, on a commencé à entendre parler de Manitou ces dernières années, qui devient maintenant une personne incontournable dans la pensée juive. Mais ça a été caché, ça a été feutré. Vous comprenez que nous sommes cette année, chaque année, dans les écoles primaires notamment, il y a, ou même des lycées, on choisit un rave qui va être traité, qui va être un petit peu loué pendant toute l'année. C'est une des premières années en Israël où le maître qui est loué, c'est le Rav Messas. C'est-à-dire que pendant des années, on n'avait que des rabbinim, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais on n'avait que des rabbinim qui étaient ashkénazes. Tout le monde connaît le Rav Kook, personne ne connaît le Rav Uziel. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une volonté qui a aiguillé, malheureusement, un judaïsme qui n'a pas suffisamment été à la hauteur. Il faut juste avoir en tête quand même que le Rav Yehuda Bibas, qui est d'ailleurs l'aïeul, j'avais écrit un article, vous pouvez voir sur mon article, sur mon site, j'avais écrit un article sur lui, c'est l'aïeul de Cuir, enfin, l'aïeul de Cuir et de Ariel Bibas. Celui-là, là, Et le Rav Yehuda Bibas, on parle du 18e siècle, qui a dit qu'il faut prendre les armes pour conquérir Eretz Israël et leur rentrer dedans. Vous vous rendez compte encore une fois de l'implication que ça a. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Ce qui est naturel, encore une fois, dans le monde séfarade, dans le monde ashkénaze, il y a cette idée, on attend le Mashiach, on attend le Messie. C'est ça, de la fin des temps. Celui de la résurrection des morts et du temps de la transfiguration du monde. Comme si l'évocation messianique viendrait de pair avec la résurrection des morts
et avec cette idée, on ne va plus travailler, c'est fini. Et donc, automatiquement, quand arrivent les pionniers, exactement, et quand on arrive avec les pionniers sionistes, eh bien, on se dit, mais non, c'est pas la Géoula. Mais non, parce que si tu avais étudié un petit peu, tu saurais dans le Zohar et par le Ramchal que la résurrection des morts, elle est au 10e millénaire. Donc, ça n'a rien à voir. Mais on a fait une salade, on a fait une chouchouka ou ce que vous voulez, ça. Mais elle gommait littéralement la première phase messianique, la phase nationale, connue par la tradition sous le nom de Messie, fils de Joseph. Et ce n'est pas un truc de séparade, c'est un truc qui est venu évidemment par la Kabbalah sfaradite, mais que vous trouvez dans les enseignements du Gaon de Vilna. On est chez les Ashkenazim, qui est celui du rassemblement des exilés pour la fondation d'un État juif. Yosef Gematria Tzion. C'est-à-dire que les eaux de Yosef qui reviennent en Eretz Israël, avant même le temps de celui qu'on appellera eh bien, le roi Messie, le roi Ouin. Vous avez tout, c'est bon? Ouais, ouais. D'accord? T'as pas trouvé? Ouais, ouais. Ah, oui. Avant même le temps du Messie, fils de David, et devant le préparer. Donc vous avez déjà évoqué dans cette exégèse traditionnelle, eh bien, c'est exceptionnel, deux dimensions, deux périodes historiques. Quand je dis rapidement la première période historique du Mashiach Ben Yosef, qui est donc une période, mais pas une personne, eh bien, qui s'inscrit dedans? Tout un ensemble de personnages qui ont été constitutifs pour cet événement messianique. Ça veut dire Yosef Hatzadik, ça veut dire Herzl, ça veut dire le Rabbi de Lubavitch, ça veut dire tous ces gens, les Bilou, tous ces gens qui se sont investis, le Rav Guttmacher, le Rav Kalischer, tous ces gens qui se sont investis pour le retour du peuple juif en terre d'Israël. C'est les premiers à Sion. Ah, oui. D'accord? Est-ce que le Rav Kalischer Bevadaï? était handicapé? Pourquoi? Non, non, je pose la question. Non, que du préserve. Kalischer en yiddish, c'est handicapé. Ah non, 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 Razvi Kalischer. Razvi Hirsch Kalischer. Ok. Je vous avais dit une fois que tous les kibbutzim que vous avez dans la Bika, dans Emek Bet-Shean, là-bas, dans le Emek, côté d'Afula, là-bas, ils portent tous le nom d'un des maîtres. D'accord? Le natif de Vologine, c'est justement un natif, The Kibbutz. Le kibbutz Tirat Zvi, en référence au Rav Kalischer. Le kibbutz De'Eliyahu, en référence au Rav Eliyahu Macher. Donc, c'est tous ces pionniers, on se rappelle en hébreu, Mevasrei Tzion. Tous ces gens qui ont, encore une fois, qui sont inscrits dedans. D'accord? Fils de David et devant le préparer. La réaction du monde ashkénaze aux faits sionistes est passée par un clivage d'ordre idéologique politique. Et c'est pas rien de le dire. Quand vous avez eu des communautés qui ont soutenu Herzl, par exemple, la veille, vous avez eu des écoles, certaines écoles talmudiques, comme on dit, certaines yeshivot, certains bate midrash. Si jamais tu reçois Herzl, demain, on diffuse dans tout l'Europe orientale que vous êtes des koïfrim, que vous êtes des hérétiques, que vous êtes des réformés, que vous êtes ta. Ah, ouais. D'accord? C'est pas rien de le dire. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en souffrons. Et tout ce que tu parlais tout à l'heure par rapport à ces réalités du monde Haredi, malheureusement, qui ont des propos absolument insultants. Nous avons des soldats encore une fois, là, maintenant, des soldats qui sont injuriés, des soldats qui sont expulsés. Et il faut comprendre pourquoi le fond. C'est même pas de la faute de leurs parents, les pauvres, d'être expulsés de leur famille. Il faut comprendre que dans certaines familles, jusqu'à aujourd'hui, quand tu as un fils qui va à l'armée, tu as tué le chidour de toute la famille. Ma fille, elle ne peut pas se marier parce que mon frère, il est allé à l'armée. D'accord? Il faut être conscient des implications qui sont derrière. Mais la méthode, elle est la même. La méthode, elle est la même. Mais badaï, c'est considéré comme étant mal tourné, évidemment. Ça va, shmad. Il y a certaines expressions absolument douloureuses, houleuses, qu'on peut entendre. Tu vas à l'armée qui va te forcer à être goy, chiloni, chiksé. Shmata. C'est un problème. C'est Shmata. Exactement. D'accord? Mais il faut être conscient de cette problématique-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans le monde dans lequel le clivage d'ordre idéologique politique, encore une fois, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de discussion. Vous savez, encore une fois. C'est une salissure. C'est ça. Exactement. C'est abominable. Mais encore une fois, je suis navré de le répéter, et ça tombe bien par rapport, si tu veux, à ce qu'on va traiter la semaine prochaine, qu'on va commencer à traiter. Dans le cours de natif que je fais, les soldats à qui j'enseigne, il faut voir un truc qui me. Je leur ai dit,
vous êtes tellement bien que vous me faites honte. Pourquoi vous me faites honte? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le Beth Amikdash. Ils ne comprennent pas, par rapport aux enseignements que je leur donne, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de s'occuper de la reconstruction du Beth Amikdash. Ça veut dire que des soldats qui ne sont pas juifs selon la halakha, ça veut dire, je vais être un peu virulent, des gens qui sont profondément goïms, qui veulent participer au peuple juif, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne parle pas suffisamment dans les journaux, dans la Knesset, du Beth Amikdash. Ils ne croient pas à la livraison par la D'abord, bon, eux n'y croient pas et c'est très bien, parce que je n'y crois pas non plus. Mais surtout, encore une fois, vous avez dit une fois, quand j'ai raconté que je montrais à mes enfants dès leur plus jeune âge la manière dont on fait le Korban Pessah et que je disais ça et que mes enfants ils attendaient quand est-ce qu'on y va et que des gens avec une kippa sur la tête qui étaient choqués, mais comment je peux montrer à une petite fille de 6 ans, je peux lui montrer l'agneau qui est dépecé, mais je lui dis mais t'as un problème. On est sorti de Sukkot il y a encore 2 mois. On passe à amener des 14 000 bovins. De quoi on parle? Ou alors on dit dans notre prière bala 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 bala, ou alors tu es sérieux et tu es cohérent dans ce que tu dis. C'est exactement la problématique. Donc, encore une fois, ce n'est pas un conflit, malheureusement, ce n'est pas une controverse dans le Beth Midrash. C'est un conflit idéologique politique. Pardon? Oui, mais ça c'est. Mes enfants aussi ils ont vu ça. Mais c'est un problème. Alors que celle du monde séfarade était, elle, originellement naturelle. Qu'est-ce qu'on appelle originellement naturel? Ça veut dire aussi, et c'est une nuance de taille, que dans le monde séfarade, pourquoi il n'y a pas eu de lituaniens et de chassidim? Parce que dans le monde séfarade, à la base, encore une fois, ça évolue, justement. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, peu importe. Il y a de tout dans le monde séfarade. Le Rav, c'est le Rav d'une communauté. Et tous les gens qui font partie de la communauté, ils savent que le Rav, il a raison. Ça, c'est le premier postulat. Et le deuxième postulat, c'est que le Rav, c'est aussi que certains font un peu plus, certains font un peu moins. Mais la communauté, encore une fois, dans le même sens. Et on sait, quand on ne connaît pas trop la Torah, quand on n'est pas trop religieux, quand on n'a pas appris, on sait où on se place. Et là où ça devient dramatique, c'est quand on est en train d'essayer de changer la donne. Non, non, je connais, je sais. Combien de fois, je reprends mes soldats, vous n'imaginez pas le nombre de soldats qui disent, mais on m'a dit que, ils ont dit que. Alors, je leur explique à chaque fois. Étant donné que dans le peuple juif, il y a au moins 6 millions de rabbins, 6 millions de premiers ministres, 6 millions de chefs d'état-major, c'est très compliqué. Oui, mais tu vois, toujours, on ramène toujours soi-même. Moi, je connais mon niveau, mais quand je vais, par exemple, dans du shoot, comme je vais, par exemple, chez Abdelkrak, par exemple, à Natania, shoot une, essentiellement, je fais accepter mon niveau, et ils savent à quel niveau je suis, tu vois, et je ne prends pas autre chose que le niveau que je suis, et tout le temps, quelqu'un me tend la main pour m'assister, ça fait Là, au j'aime. ouais. Tout le temps, il y a quelqu'un qui est là pour m'aider, machin. C'est très bien. Ouais, C'est très bien. comme mon papa, quand il a fait Tchouva à 60 ans, quand il est allé à la choule Ashkenaz chez nous là-bas, à l'Ishkenot Israël, il a tout de suite montré son positionnement de vieux communiste. Hein, et qui est bon, eh ben, il a toujours tout de suite trouvé des gens qui Mais l'ont parce que justement, ils nous rencontrent. Mais ça, c'était naturel. Ça, cela a été. Pour se faire identifier. Encore une fois, cela a été naturel je répète mon propos, cela a été naturel dans le monde séfarade. D'accord? Sauf que malheureusement, ça a pris aujourd'hui une tournure. C'est pas parce que les rabbinim s'occupent de politique. Parce que quand on est en exil, encore une fois, on est automatiquement coupé d'une frange essentielle. C'est ce qu'on est en train de soulever. Ça dit que on est tourné en exil vers une frange de l'histoire de notre peuple, de la valeur de notre peuple, qui est automatiquement coupée. Il y a plein de domaines quand on est en France dont on ne va pas s'occuper. Alors automatiquement, c'est pour ça que tout notre sujet, je répète, il prend en postulat ces deux niveaux. La manière d'aborder cette problématique séfarade ashkénaze en exil et la manière de l'aborder en Israël. D'accord? Bien comprendre qu'il y a vraiment une scission entre les deux. Les gens vont parler d'union, d'unité, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on arrive en Israël, il y a des problèmes, mais en réalité, il n'y a pas de problème. Il y a simplement une réactualisation, une réhébraïsation de cette problématique-là. Et il faut la comprendre.
D'accord? Mais je dis de part, d'un côté comme de l'autre. Pendant des années, le monde ashkénaze a été parfois virulent avec le monde séfarade. Le monde séfarade lui a bien rendu, mais a aussi trouvé des prétextes, n'est-ce pas, pour expliquer pourquoi on était malvenu, mal impliqué, ce que vous voulez. D'accord? Et je vais évoquer après, un peu plus tard, un point qui m'a marqué depuis que je suis à Akko. Achat, le fait est, c'est que dans la génération contemporaine, de l'apparition de l'État d'Israël, le rabbinat séfarade dans son ensemble a adopté le principe d'un État juif, alors que le rabbinat ashkénaze dans sa majorité l'a refusé. Seuls ceux qui se situaient dans le courant kabbaliste séfarade avaient compris l'importance du stade du messianisme politique et de la reconstitution de la nation hébraïque comme inauguration des temps messianiques. Il faut bien comprendre que ce n'est pas né vainement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au 10e congrès sioniste, par exemple, vous avez eu quelqu'un qui est monté au pouvoir, qui est monté au congrès ensuite, et il est monté, il a dit, il n'y a aucun lien entre la Torah et le retour en Israël, ce qui n'était pas la pensée de Herzl. Mais lui, il l'a dit. Et en disant cela, une partie de l'établissement, on va dire, ashkénaze, s'est levée et sortie. Le Rav Kook, il dit des bêtises, si je puis dire, mais c'est pas grave, on va travailler, on va changer ça. D'où a-t-il appris ça? Du monde séfarade, de la Kabbalah. De la Kabbalah séfarade, notamment le Maharal, 16e siècle, encore une fois, dans ce rapport-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais les autres ont dit, mais non, l'État d'Israël, celui qui doit nous ramener en Israël, celui qui doit être le Premier ministre, c'est un Rosh Yeshiva. Maintenant, tu parles de Chabad, je vais être obligé. Aux yeux d'un certain nombre de gens, l'image du rabbi, on va être gentil, pas le rabbi lui-même qui a priori est décédé, jusqu'à preuve du contraire, mais l'image du rabbi et l'image du Mashiach qu'on attend. Eh bien non, c'est une absurdité monumentale. Et il faut le comprendre. Non, c'est pas chacun, on a le Rambam. Ce n'est pas chacun, on a le Rambam. On sait à quoi ressemble le Mashiach. Encore une fois, d'abord, il est décédé, donc la question n'est pas là. Ce n'est pas le problème du rabbi lui-même. Le rabbi de la ce n'est pas la question. Mais le problème de fond, c'est qu'en insufflant à des juifs une attente un peu mystique de ce que représente cette messianité, eh bien, on passe à côté du problème. Le Rambam, je répète, nous a expliqué à quoi ressemble le Mashiach. Grâce à lui et grâce à Rabbi Akiva, on sait à quoi ressemble le Mashiach. Il ressemble à Bar Korva. Quand je dis Bar Korva, ce n'est pas physiquement qu'il lui ressemble. C'est au niveau des actes, encore une fois, qui viennent réinstaurer la fierté nationale et spirituelle au sein du peuple juif sur sa terre. Si on est en plein dedans. N'est pas profond. Quelqu'un. N'est pas. Pardon. Je n'entends pas ce qu'elle dit. Quel. Voilà. Bah, tu as tout compris. D'accord. Mais pas le pas. Je vais te dire même, je vais être un peu même pas le rapport. Là, comment? Non, mais volontairement, je vais te dire. Non, mais volontairement, je vais te dire. Pas le Rambam. Parce qu'on va dire, non, mais chacun. Pas le Rambam. La Gemara, traité de Sanhedrin, Kouf Yud, chapitre 11. Aval Vakasha. Mais c'est pour te dire que, encore une fois, on veut ramener des choses. Et encore une fois, comme tout à l'heure, la salade. Parce que ce n'est pas motivé par la véracité du Beth Midrash, c'est d'abord et avant tout motivé par, encore une fois, la chassidoute au sens, à mes yeux, au sens le plus catastrophique du terme. J'adore la chassidoute, vous le savez, j'étudie la chassidoute, ce n'est pas la question. Mais le problème du chassid en tant que tel, c'est qu'il est obnubilé et il ne voit que par les yeux de ce qu'il a compris de son rave. Et ça, cela peut avoir des implications dramatiques. Mais de la même manière, encore une fois, qu'un type de gauche, de droite, tous les idéologues, ils ont automatiquement cela. Donc à un moment donné, on est bloqué. Sauf que je suis un peu plus, comment dirais-je,
un peu moins crétin que j'en ai l'air, quand je dis le Rambam, je me rappellerai toujours, une personne m'a dit, si tu ramènes le Rambam, on ne peut plus rien dire. Ben non, on ne peut pas rien dire. Parce que le Rambam, quand il ouvre la bouche, eh ben c'est le Rambam. Et donc, c'est tout. Ben oui, c'est tout. Mais le Rambam, c'est le Rambam. Et le Rambam est le fondement même du Shulchan Aruch. Donc, quand le Rambam il dit un truc, ben on s'incline. À minima, une représentation de ce que est évocateur de ce que pourrait être Mashiach. Hein, à minima. C'est ça. C'est déjà un préambule. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que j'enlève ça ne veut pas dire encore une fois que j'enlève le mérite du rabbi. Au contraire, ça veut dire simplement qu'il faut être conscient de quoi nous parlons. D'accord? Et c'est ça toute la problématique. Donc, c'est ça dans un processus, qui est en train de nous dire, dans un processus. Et encore une fois, il est évident que la nation hébraïque, comme il le dit, c'est l'inauguration des temps messianiques. Comprenez bien, inauguration, ça veut dire qu'on est déjà dedans. Combien de fois on entend des gens qui disent, si Dieu veut, quand il y aura la Géoula, allô, tu es aveugle? On est en plein dedans. On objectera bien sûr que le sionisme politique est né dans le monde ashkénaze. Mais comme pour le rabbinat d'Europe, dans sa grande majorité, l'idée même de l'État juif était blasphématoire. Le sionisme ne pouvait se développer qu'en tant que mouvement laïque. Cette identification de l'État à la barbarie, propre aux Ashkénazim, dès les premiers jours du sionisme, n'a disparu qu'avec l'avènement de l'État moderne, pensable sur un projet de moralité, liberté, égalité, fraternité, plutôt que de puissance. Nous sommes passés d'une réalité où il est impératif que nous fuyions les pogroms, donc, là ou ailleurs, partons en Israël. On est passé de ça à l'idée d'un idéal de droit et de paix commun avec Ben Gurion, Ben Gurion. Mais non, parce que Ben Gurion, quand vous le voyez rentrer dans le musée, dans le musée Herzl, où il va déclarer, ce que mes enfants connaissent par cœur, parce que tous les ans, je leur casse la tête à écouter le discours de Ben Gurion, avec la grand-mère qui pleure, qu'on est ému. Ani Machis, Bezot, Medina, Ribonid. Encore une fois, mais c'est extraordinaire, mais il faut entendre ce qui se cache derrière. Ben Gurion, c'est le Comintern. Dans sa conception, Ben Gurion, on est en plein dans l'expérience communiste, la liberté, égalité, fraternité qu'il est en train de parler. Cet idéal du kibbutz, on est là-bas. Encore une fois, c'est pour comprendre d'où ça vient pour arriver à d'où ça arrive. D'accord? C'est ce qu'il y a à nous dire. Donc, encore une fois, ça a été propre aux Ashkénazim d'essayer de créer un État. Et pourquoi c'est fondamental, Shalom? Pourquoi c'est fondamental? Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, c'est fondamental. Parce que quand vous comprenez qu'on passe d'une terre de refuge, d'accord? Eretz Miklat, comme on dirait. On fuit les pogroms, on va en Israël. On passe de ça à un idéal politique. L'idéal politique de paix, voilà, on est libéré du fait religieux, parce que c'est partie aussi de l'ambiance. On est libéré de ces primitifs religieux qui restent encore une fois truc, et on se libère, et on accepte le monde occidental, Jésus soit loué, voilà. Sauf que on arrive à un stade où ça ne marche pas. Tous ceux qui ont voulu que l'État d'Israël soit un État dénué de son identité, ils se sont cassés les dents. Même en LinkedIn. Il y a encore une fois, et c'est pas un hasard, c'est un processus constant. C'est pour ça que nous acceptons, c'est pour ça que nous accédons aujourd'hui, une toute petite digression, c'est pour ça que nous accédons aujourd'hui à la chute du château de cartes. Ce qui se passe avec l'armée qui a fait une grosse bêtise, la représente là-bas, qui a fait une bêtise, mais tellement bête et idiote, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est que vous avez le sentiment pour un certain nombre de ce qu'on appelle en anglais, comme j'ai coutume de l'appeler, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ce qu'on appelle en hébreu bien chez nous, blanc, Ashkenaz, Chiloni. D'accord? C'est l'élite. Cette élite, elle est en train de se casser la figure. Et je peux parler comme ça, puisque ma femme est Ashkenaz, pour ça va. Il y a une élite. Non, mais c'est ça. Elle est en train de se casser la figure. Parce que, encore une fois, c'est inévitable.
parce que Israël a décrété que l'État d'Israël est un État juif. Donc, elle est encore une fois en train de forger son identité. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Ça a été exil, et parfois ça s'est renforcé avec la Shoah. On va ailleurs, mais c'est pas vrai. La Shoah n'a pas amené des gens en Israël. La Shoah a amené des gens en Amérique, pas en Israël. Les gens qui sont montés en Israël à ce moment-là, c'est des gens qui disaient c'est là qu'il faut aller. Et la preuve, je vous rappelle quand même, le fameux Exodus, toute cette période-là, on voit bien, aux amis les Anglais, combien ils ont été pourris, même après la Shoah. Ah oui. Il est important de préciser que l'affrontement des communautés n'est qu'une des tensions parmi un faisceau de trois données qui se complètent et s'interpénètrent. C'est un problème à souligner, d'autant plus que tous les Sfaradim ne sont pas unanimement en accord par rapport à la Torah d'Eretz Israël. Pas plus que les Ashkenazim d'ailleurs, mais de façon différente. La majorité de la coutume, des us et coutumes aujourd'hui ashkénazes sont Sfardes. Ils ne sont pas ashkénazes. Vous allez prier avec un juif ashkénaze vraiment, et il y a plein de choses dans la liturgie qui sont différentes. Et chez le juif séfarade, comme malheureusement c'est une guerre perdue, mais je continue à la mener malgré tout, comme mes maîtres l'ont menée, à savoir, nous ne sommes pas des juifs de l'Orient. Il y a et d'autres à Mizrach. Nous ne venons pas de l'Orient. Nous sommes des juifs du Maghreb. Maghreb, c'est Occident. En arabe, c'est l'Occident. On est à l'Occident, à l'ouest des restes d'Israël. Et quand on parle de nos communautés et de nos coutumes, on est beaucoup plus proche des juifs sfardes, des juifs ashkénazes qui ont pris cette origine-là, ne serait-ce que par la Kabbalah, que des juifs comme le Rav Ovadia Yosef et comme et d'autres communautés. Et ça a des répercussions dramatiques sur notre manière d'aborder le judaïsme. D'accord? Ce qu'on mange, ce qu'on prie, on est beaucoup plus proche. Tout le monde, dès qu'on entend des juifs arabes avec des juifs comme ça qui font la mélopée, on est en extase. C'est pas vrai. Les mélopées du juif d'Afrique du Nord, c'est des mélopées espagnoles. Elles ont une mélodie beaucoup plus espagnole qu'une mélodie arabe. Oui, mais les mélopées, ce n'est qu'un habillage. Oui, mais il y a. Le texte Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. invariable. Tu as tout à fait raison. Bon. Mais derrière, tu as tout à fait C'est raison. la seule chose qui est unique chez nous, c'est qu'il n'a pas varié depuis 3500 ans. Je vais non seulement dans ton sens, mais c'est là justement, comme je le répète, quand on est d'abord séfarade, quand on est d'abord ashkénaze et après juif, on a un problème. Quand on est vraiment juif d'abord, alors on est capable d'apprécier plein de nigounim, ce qu'on appelle la mélopée, plein de nigounim de toutes les communautés. D'accord? Parce que justement, ce qu'on apprécie, eh bien exactement, chacun après a des sensibilités. Il y a des sensibilités diverses, mais on est prêt à accepter, encore une fois, c'est plus qu'accepter. On est pénétré. Vous entendez un autre maître dont on va célébrer la commémoration, la Haskara dans pas longtemps, c'est le Rav Shlomo Karlibach. Le Rav Shlomo Karlibach, il a fait un travail extraordinaire de rapprochement. Il est à la guitare, il raconte des histoires. Rien que vous entendez sa voix, c'est chaleureux. C'est un juif d'origine américaine et c'est un juif qui est d'une chaleur humaine extraordinaire. Et je rappellerai toujours que pour ma part, il était essentiel. Je me rappelle, il y a des années de cela, on était à la veille de Pessah à Jérusalem, Shabbat Agadol, et on était à Jérusalem, et j'ai pris mon fils parce qu'il m'importait qu'il sache de quoi, à quoi ça sort, ça se fait, à Mea Sharim pour aller participer à un tish. J'avais eu l'occasion d'y participer déjà dans le passé moi-même, de participer à un tish. C'était Toldot Aaron, ou Dastish en arabe. Dastish, c'est la table. D'accord? Ok. La base d'Astish, c'est la table. Mais dans les coutumes ashkénazes, le tish, c'est Fabringen chez nos amis les Chabanikim. Le tish, c'est une longue table où le rébé, il est à la tête. Ne rigolez pas, ce que je veux dire. Non, non, pas spécialement. Mais pendant que tout le monde est rentré à la maison, a fait son kidouche, a fait son repas, les gens se dépêchent pour revenir à partir de 11h du soir à Erev Shabbat et les fêtes pour aller être autour du rébé. Vous avez comme ça des colonnes de gens qui sont autour du rébé. Le rébé, il parle en yiddish, évidemment, pas en arabe, et trucs. Et tout le monde est autour. Et, et c'est extraordinaire. D'accord?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas mon rite, ce n'est pas ma coutume, ce n'est pas, et ils vont nous regarder avec un œil spécial, mais ça fait partie de la culture de notre peuple et je me battrai pour que cette culture-là, elle existe. Parce que ça fait partie justement d'un environnement qui n'a d'autre but que de renforcer le peuple juif et cette communauté, quelles que soient les opinions diverses qui peuvent exister entre nous. C'est ça la grandeur. Quand on arrive à pouvoir s'intéresser à cela, et il faut se creuser les méninges, et il faut se casser la tête, mais c'est ça qu'on est en train de dire. Il doit y avoir justement ce retrouvaille-là qui n'était pas évident malheureusement. D'où l'affrontement de ces communautés. Et quel que soit le tige que tu es invité, tu en acceptes. Exactement. 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 Et il y a un échange. Et il y a un échange culturel. Exactement. Et il y a un échange culturel qui est fondamental. D'accord? C'est ça. Mais c'est un travail. C'est pas qu'une parole en l'air, c'est un travail. Ainsi, Rabotai, aussi sur l'écran de nos problèmes actuels apparaissent trois grands axes sur lesquels l'identité juive est simultanément en risque d'éclatement, car la réhébraïsation ne peut se faire qu'à la condition de l'harmonisation de ces trois notions, la Torah, le peuple, la terre. Vous retenez bien évidemment, Ariel, je pense que tu as reconnu, c'est l'enseignement de Rotatria du Rav Kook. Évidemment, je vous dis à l'oral, mais c'est ça. Okay, je sais que tu as reconnu. Mon père aussi a reconnu, tout le monde a reconnu. Aval, le VT. Sur le plan. Pas mal repris par Ashkenazi. Manitou, quelqu'un. Le Rav, c'est un élève, d'abord, ça. Le mercredi, je fais Ashkenazi. Le Rav, je t'en supplie. Le Rav Ashkenazi ou Manitou? Pas Ashkenazi. Oui. Figure-toi que c'est lui qui a écrit ce qu'on est en train de dire. D'accord? La Torah, le peuple et la terre comme indissociables l'un de l'autre. Sur le plan de la Torah, il faut noter une évolution dans la génération contemporaine. Les rabbanim séfarades qui ont été formés dans les yeshivot ashkénazes optent plus souvent, selon l'enseignement de leur maître, pour une position antisioniste contre nature par rapport à leur origine séfarade. Bon, on va commencer à balancer un petit peu des bombes, pour que ce soit bien clair. On l'a déjà dit, les rabbins francophones, vous me foutez la paix avec eux. Pas les rabbins francophones, les rabbins français, vous me foutez la paix avec eux. Les rabbanim francophones israéliens ont tout à fait une légitimité. Mais qu'est-ce qu'un juif du Maroc, il a à voir avec Rebbe Streimel de je ne sais pas quoi? Il n'a rien à voir. Et et je ne le répéterai jamais assez, quand au Dôme de Paris, il y a moins d'un an de cela maintenant, eh bien, un Rebbe est allé avec son Streimel, il a réussi à avoir plus de 6000 personnes pour dire en pleurant, il ne faut pas monter en Israël, et machin, et trucs, et le Mashiach bientôt arrivé. Et mais tu viens du Maroc avec Rabbi Shalom, qu'est-ce que tu nous casses la tête avec je ne sais pas qui? D'accord? Et les gens, ils vont aller dans le sud de la France pour aller voir. Il a fait plein de miracles. Quel concert? Dis que tu aimes le machin de Tanouka. Vas-y, qu'est-ce que c'est que cette horreur de dire aux Juifs, ne montez pas en Israël, la Géoula est pour bientôt. Et vous entretenez 400 000 Juifs dans leur, je ne vais pas être méchant. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire, puisque tous les magazines, je ne répéterai jamais assez, tous les magazines qui expriment de la Torah en français, en Israël même, sont des magazines qui ont des positions très problématiques. Pour ceux que je connais. Je ne connais pas Bison Futé, donc je ne sais pas. Et pour le reste, Bison Futé, c'est ça? Le petit futé. Pas Bison Futé. Le petit futé, je ne connais pas ce truc, à quel point il y a de la Torah dedans. Mais tous les trucs que vous pouvez exister, peu importe, la Torah en boîte, il y a des choses qui sont, mais je me tire les cheveux. D'accord? Me tire les cheveux. D'accord? Et c'est ça qu'on va nous dire. Depuis quand nos maîtres, ils étaient habillés avec le costume et le chapeau? Depuis quand? Au contraire. Et en plus, pas seulement nos maîtres, le moins que rien, le petit adolescent de 15 ans, il va à la Yeshiva, il est en barbe, il a le costume et le chapeau. Mais c'est pas de chez nous. Et c'est ce qu'ils vont nous dire. Ils se sont habitués à une mode ashkénaze. Alors, c'est pas grave, c'est pas le plus grave. Là où ça devient dramatique, c'est qu'ils ont adopté des positions qui allaient à l'encontre des maîtres qu'ils ont reçus. On vous rendez compte à quel point c'est dramatique. J'ai demandé dans une communauté à Netanya, peu importe le rabbin, vraiment, je ne vais pas citer ça, ça n'a aucune utilité. Et on était à Pessah, je prie là-bas, je me dis, comme je sais qui c'est le maître
qu'il a ordonné, bon, Hachem, c'est de chez nous, bon. Et j'entends le Hallel sans bénédiction. C'est un petit détail, mais ce n'est pas un détail. Pourquoi ça fait ça? Le Hallel. Pendant Chol HaMoed. Pendant Yom Tov, oui, mais. Et sans bénédiction. Je dis, mais enfin, pourquoi? Oui, effectivement, mon maître, il m'a dit qu'il fallait faire la bénédiction, mais j'ai décidé qu'on ne fait plus la bénédiction parce que je suis la pensée du Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Pourquoi? C'est affligeant. Encore une fois, Baruch Hashem, on a une Torah. Et au contraire, il s'avère qu'elle est beaucoup plus proche, comme je l'ai dit, encore une fois, de cette rencontre avec le monde ashkénaze. Et ce n'est pas qu'une implication, encore une fois, au niveau de dire si on va faire la bénédiction sur la Hallel ou on va pas faire la bénédiction sur la Hallel. Ça a des implications par rapport à Yom HaAtzmaut, puisqu'évidemment, le jour de l'indépendance, où nous fêtons l'indépendance. Vous comprenez que dans certaines communautés, le jour de Yom HaAtzmaut, jusqu'à aujourd'hui, le jour de Yom HaAtzmaut, j'espère que ça a changé, mais je n'en suis pas certain, on lit les lamentations de Jérémie. On est assis par terre. D'accord? Mais Baruch Hashem, comme je l'ai dit, ça devient de plus en plus rare et ils en dire que vous êtes en mieux. Mais vous avez encore des propos qui sont tenus. Vous avez encore des propos qui sont tenus, qui sont absolument alarmants. Mais c'est ça qu'on va nous dire. Regardez la suite. Contre nature, par rapport à leur origine séfarade. Inversement, les rabbins ashkénazes étudiant la Kabbalah, avec les maîtres séfarades ou chassidim, constituent du côté ashkénaze le rabbinat sioniste au sens propre. On commence à avoir une évolution, on commence à avoir une rencontre qui se fait de plus en plus. Justement, le judaïsme refusé par les non-religieux se heurte dans les milieux religieux à des problèmes de vie pratique qui différencient séfaradim et ashkénazim. Je répète, vous avez remarqué, le judaïsme refusé par les non-religieux. C'est-à-dire qu'en réalité, soudain, comme je ne suis pas accepté avec mes défauts et mes qualités dans telle ou telle communauté, alors se crée un désagrément, se crée une tension, se crée un schisme. D'accord? Pourquoi chasse a-t-il été façonné? Pourquoi chasse a-t-il été créé? C'est un truc absolument délirant. Celui qui a forgé le mouvement chasse, c'est un des plus grands maîtres à Bnei Brak. On va leur donner un parti, ils vont nous foutre la paix. Le Rav Shach, en l'occurrence. Le Rav Shach. Le Rav Shach, c'est un grand maître du judaïsme lituanien. Le Rav Shach, c'est un du judaïsme italien, qui, entre parenthèses, je vous rappelle, dans les fameuses histoires aphorismes bien connues de sa part, quelle est la religion qui se rapproche le plus du judaïsme? Vous savez? C'est les Chabad. Ah, c'est lui. C'est comme pléonasme, c'est Schwarzenegger. Il y a un temps qu'on Voilà, exactement. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il y a déjà une thèse, une scission entre le mouvement chassidique et le mouvement lituanien. Et ça a des implications par rapport à l'armée. Mais depuis le départ. Et quand je dis que ce n'est pas fini, vous entendez les discours, encore une fois, de certains qui sont évidemment décriés, et malheureusement à juste titre, par ces juifs dits non religieux, vous entendez des discours encore maintenant, en plein milieu de la guerre. Il y a quand même quelqu'un qui a osé dire une phrase d'une grande intelligence, et je n'ai même pas son nom, on s'en fout, qui a quand même dit, puisque ils ont dit, l'État d'Israël, qu'il y avait beaucoup de morts à Gaza, alors que dans l'aviation, il n'y en avait pas. Non. Ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui sont morts dans l'aviation militaire. Et pourquoi vous interchangez pas les gens qui sont sur le terrain à Gaza, qui soient dans l'aviation, et les gens dans l'aviation qui aillent dans le truc? C'est un rabbin qui parle comme ça. Et vous comprenez, quand un rabbin parle comme ça, vous sentez déjà que le type, il a quand même étudié en profondeur l'armée, la stratégie militaire, etc., etc. C'est un crétin. C'est un crétin monumental. Oui, c'est ça. Mais c'est du n'importe quoi. J'ai eu un rabbin Sfarad, il m'a dit si tu veux étudier dans une bonne yeshiva, il faut que tu ailles dans une yeshiva ashkénaze. Les yeshivas à Sfarad, elles valent rien. Moi, j'ai cherché, quand j'étais à la yeshiva, quand j'ai cherché une yeshiva, j'ai cherché la yeshiva. J'ai une yeshiva sympathique. Je rentre dans une yeshiva. Déjà, j'étais mal à l'aise parce que, très honnêtement, ça sentait la poubelle. Ça sentait mauvais. Mais bon, je rentre et il me dit non, mais c'est une yeshiva ashkénaze. Je fais bah, c'est pas grave, je parle un peu l'allemand, machin, je vais me débrouiller, je sais pas. Je viens pour étudier. Bon,
Et comme j'étais tellement bien reçu, comme vous avez compris, donc je suis parti. Et j'arrive dans une autre yeshiva, où à l'époque, parce que maintenant ils ont déménagé, il y avait Angel, qui est une des plus grandes boulangeries en Israël connues, c'est à Kiryat Moshe. Déjà, ça sent le croissant. Déjà, ça sent le croissant. Je rentre dans cette yeshiva, qui était le Mahon Meir, je rentre au Mahon Meir, et il y a le Rav Cherki, et il y a Rav Bigon, c'est ce qu'elle a retenu, mais le fois et qui, bienvenue, oh, je rentre dans un cours avec lui, le Rav Bigon, je rappellerai toute ma vie. Et il dit aux élèves qui sont présents, on était tous des jeunes, etc. Alors, qui veut faire teshuva aujourd'hui? Juste aujourd'hui, Juste aujourd'hui. comme par hasard. Voilà. Mais comment tu veux pas après kiffer la Torah du Rav Kook quand tu entends ce genre de propos? D'accord? C'est exactement ça. Grâce à mes propos. Voilà, oui, bien sûr. Mais c'est ça. Donc, comment étudier, prier, chanter, comment manger cachère? On n'enseigne pas la Gemara de la même façon à un Ashkénaze qu'à un Séfarade. Les deux Sidourim sont organisés de manière différente selon les rites. Les règles de cacheroute sont également spécifiques pour chaque communauté. Ce n'est pas un problème. Comme dit mon beau-père, tous les gens qui aiment dire à chaque fois, il faudrait, ça suffit qu'on ait plusieurs rites, qu'on ait un seul rite. Le seul problème, c'est que tout le monde veut un seul rite. Lequel? Le mien. Comme pour le D'accord? comme pour le rabbin. Alors qu'en réalité, non, mais c'est ça le truc. Le problème, c'est pas que chacun fait ce qu'il veut, c'est la capacité, je répète, à savoir rentrer dans une autre communauté et apprécier telle ou telle musicalité, telle ou telle, et de s'y retrouver, encore une fois, plus ou moins. Et ça demande un apprentissage. Mais la majorité des gens qui disent non, il faut un seul rite, c'est en général des gens, malheureusement, qui ne sont pas, à mes yeux, suffisamment animés par l'amour du peuple et par justement sa diversité. C'est tout le charme du peuple juif. Exactement. Quand on connaît l'importance de l'enseignement traditionnel pour la perpétuation du judaïsme, on peut poser une question. Le jeune séfarade auquel on enseigne à prier et à étudier selon le rite ashkénaze est-il capable d'enseigner autre chose à ses propres enfants? Or, il manque en Israël un mouvement de jeunesse qui ne s'appellerait pas forcément mouvement séfarade, mais mouvement de rite séfarade. Et c'est là où, entre parenthèses, une des choses qui m'a profondément ému et que je trouve extraordinaire, c'est là où il étudie mon fils. C'est que justement, il y a une volonté que celui qui est chazal, il prie et les enfants, les adolescents, ils apprennent l'un comme l'autre, vraiment. La synagogue, la yeshiva où j'ai été au fait de Tishri à Akko, ce n'était pas une yeshiva que je connaissais particulièrement, mais le gars que je fréquente un peu, et j'étais super content de savoir la prière de Rosh Hashanah, toute la yeshiva, Ashkenaz comme séfarade. Le soir, il y a un seul rite. Lequel? Premier soir, séfarade, deuxième soir, Ashkenaz. Mais tous! C'est-à-dire que les Ashkenazim, ils vont faire la prière, ils vont chanter les chants séfarades, et les Ashkenazim vont chanter les chants Ashkenaz. Et vous avez compris. D'accord? Et bien ça, c'est génial. Et ça, c'est une vraie reconnaissance, encore une fois, que nous avons. C'est une ouverture qui est nécessaire. J'aimerais vous le dire que dans toutes les yeshivot, ça se passe comme ça. Non. Même des yeshivot que j'apprécie particulièrement, il n'empêche que même si ce n'est pas dit, c'est une yeshiva ashkenaz. Même si ce n'est pas dit. On ne peut pas faire monter un jeune juif monter pour lire dans la Torah selon le rite séfarade quand on est dans telle ou telle yeshiva. Pourtant, c'est une yeshiva où on est ouvert, où on est tolérant, on respecte justement le rassemblement des exilés, on respecte le... Et malheureusement, bah, dans les faits, on voit qu'il y a un problème. Les deux Beth Knesset en démarre. Oui, là. Oui, oui. On est voisins. Les On est voisins. les Africains. Il manque par exemple des écoles de professeurs où l'enseignement de l'histoire du peuple juif n'oblitérerait pas ou ne rabaisserait pas au niveau du folklore la judaïté séfarade. Je vous répète, c'est écrit dans les années 80, je suis presque ému, c'est que je ne dis pas qu'il est plus d'actualité cet article, mais je suis presque ému qu'il est de moins en moins d'actualité. D'accord? Et c'est ça qui est une bonne chose. Je vous dis, on commence à ramener des rabbinim séparadim, on commence à penser la vitalité qu'on a du mal à saisir. Il y a quelque chose de très particulier dans le judaïsme d'Afrique du Nord qu'on ne retrouve pas dans d'autres réalités. La capacité pour un juif séfarade, je parlais tout à l'heure d'universalité, il y a une capacité chez le juif séfarade, encore plus quand il est passé par la France, à accepter tout un ensemble de diversité, d'éclectisme. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord?
l'axe du peuple d'Israël rejoint le schéma sociopolitique. D'accord? La fraction du peuple participant à la vie politique israélienne tente de se définir et de s'identifier à un parti qui défende ses origines propres. Quand vous avez le parti de Agudat Israël, qui est un parti qui existe encore, qui est un parti ashkénaze lituanien religieux, d'accord? Eh bien, il ne faut pas oublier deux choses. Le premier, c'est que ce parti est d'abord un parti ashkénaze et c'est défini comme tel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans ce parti, on ne peut pas faire partie de la mouvance de ce parti si on ne s'appelle pas Schwarz-Kunst-Stimmt-Blut Rosenbelmamas. D'accord? Comme ça, tranquillement. C'est ça. C'est comme Agendas. C'est comme Agendas, c'est facile à se souvenir. Voilà. Mais, à l'inverse, Ou alors, tu peux boire en même temps. d'accord? Non, tu peux être certain que dans un nom ashkénaze, même si tu ne sais pas prononcer, il y a au moins un Z, un W, un Y. Au moins. Ça dépend d'où tu viens. C'est pour ça qu'ils ont supprimé les noms propres au Scrabble. Ah non, c'est trop simple, des granulés. Mais en tous les cas, à côté de cela, il s'est créé, encore une fois, on est contre ça. Très bien. Mais est-ce que du coup, on va dire, eh bien, on va voter chasse? Pour ma part, non. Pourquoi? Parce que je ne répare pas l'injustice d'un parti pour fonder un autre parti qui va dire vive le judaïsme séfarade. Surtout qu'il n'est plus séfarade depuis bien longtemps. C'est ça. Ou mieux que ça, j'en ai une meilleure que toi. Là, sur le coup, c'est Manitou qui disait il est temps de tirer la chasse. Oui, Non? elle est solide. Elle est solide. Et puis, il y avait la fameuse plaisanterie à propos du Rav Shach que j'évoquais tout à l'heure. Pendant un de ses cours, il faut dans une synagogue, il y avait deux juifs, donc noirs et blancs, qui étaient là. Et il dit, je suis désolé, j'ai du mal à parler parce que j'ai un char dans la gorge. Voilà. C'est la petite... D'accord? Mais c'est exactement ça. Donc on a un problème, ils en font des... un charmat. Hein, un charmat. Mais c'est ça. Donc la fraction, encore une fois, va défendre ses origines propres. Ainsi, l'Agudat Israël, le deuxième point que je n'ai pas évoqué, qui m'importait d'évoquer, c'est que le Chafetz Chaim, il faut que vous le sachiez, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas pardonné et je ne pardonnerai jamais à Agudat Israël tant qu'ils n'auront pas demandé pardon. À savoir de quoi je parle. Le mouvement Agudat Israël, eh bien, ils avaient demandé au Chafetz Chaim, vous savez, le Rav Israël Meir Radim, d'être à leur tête, d'être le Nassi Akavod. Et ils ont dit du mal, du Rav Kook, sur le coup, en plus, pour ajouter. Et le Chafetz Chaim, jusqu'à la fin de sa vie, vous avez osé parler mal du grand Rav d'Israël, vous êtes impardonnable. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pardonne pas. D'accord? Tant qu'ils n'auront pas éprouvé, alors maintenant il y a une mode, mais peu importe, tant qu'ils n'auront pas éprouvé un réel regret à l'égard de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait sur le Rav Kook. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Meir Porush, qui avait, dans son enfance, il le raconte, j'ai toujours cru que c'était une légende, vous voyez à quel point c'est dramatique, c'est pas une légende. Et là, on parle de quelqu'un, entre guillemets, de chez eux, parce que le Rav Kook, si on doit parler il n'est pas séfarade. Il avait des correspondances avec le Rav Yosef Message, déjà même en Afrique du Nord, de même que le Rav David Ashkenazi, c'est extraordinaire, que le Rav David Ashkenazi, le grand Rav d'Algérie, il avait des correspondances avec le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, avant d'arriver en Israël. Oui, parce que c'est un Ashkenaz qui est devenu, c'est un Ashkenaz qui est venu s'installer en provenance d'Allemagne, puisque Ashkenaz veut dire Allemagne, qui est venu s'installer en Afrique du Nord. Il était d'origine Ashkenaz de très loin, mais c'est pas. Peu importe. Le fait est, c'est que vous avez cette correspondance qui existe. Mais Meir Porush raconte la chose suivante. Une année, à Purim, après tous les déboires qu'ils ont fait au Rav Kook, qu'ils ont fait subir au Rav Kook, où le jeu entre les gamins, c'était qui arriverait à faire tomber le Streimel du Rav Kook. Vous voyez à quel point c'est un jeu extraordinaire. Et à Purim, eh ben, ils ont fait un soi-disant un procès du Rav Kook. Donc quelqu'un est déguisé en Rav Kook, et puis on arrive à la conclusion que le Rav Kook est condamné à mort. Donc, on fait semblant de tirer sur le Rav Kook. Alors, bonne blague, non? C'est sympa, c'est marrant. Quel abruti. C'est exactement cette problématique-là. Et ça, vous voyez que ça va bien au-delà d'un problème, encore une fois, idéologique. On n'est pas dans le Beth Midrash, là. Jamais, au grand jamais, il me viendrait à l'idée, et Dieu sait combien même certains maîtres, mes maîtres ont été virulents à leur égard, j'ai un minimum de crainte révérentielle, d'abord envers Akadosh Baruch Hu,
Donc jamais il ne me viendra à l'idée de porter, encore une fois, un jugement aussi méprisant, et Dieu sait combien d'autres ne s'en privent pas, à l'égard de certains rabbiniques. D'accord? C'est exactement ça. Ainsi, l'Agudat Israël est composée en majorité d'Ashkenazim. On aurait pu espérer une harmonie dans le cadre du parti national religieux. C'était une illusion. Et l'attitude du parti Tami, leader du séparatisme, l'origine de chasse, semble fortement marquée par un ressentiment minoritaire. Vous ne voulez pas de nous? Eh bien, on ne veut pas de vous non plus. Ah, voilà, tout réglé. Il s'agit en Israël de résoudre des problèmes de société concrets, réels, et de participer en tant que séfarade à la réhébraïsation du peuple juif. Si vous n'avez pas entendu, rien qu'en vous le citant, j'ai envie de pleurer. Si vous n'avez pas entendu le discours de Menachem Begin, vous devez l'entendre. C'est un des discours les plus célèbres, extraordinaires, de deux juifs qui s'appellent Meir Feinstein et de Moshe Barazani. Vous avez entendu parler de ces deux juifs? Meir Feinstein et Moshe Barazani. C'est un est séfarade et l'autre est ashkénaze. Ce sont des résistants, ils ont servi dans le Lechi. Et tous les deux, on est au début, ça, les corps, ils ont été enterrés depuis, mais ils sont condamnés à mort par les Anglais. Et eh bien, il y avait leur garde qui était britannique, Dafka, ils lui ont offert un Tanakh. Et en introduction, en dédicace, il y a écrit éloigne-toi le plus vite possible à cette heure-ci. Comme ils étaient condamnés à mort et que le Britannique, il était particulièrement gentil avec eux, un goy, un soldat britannique qui était vraiment gentil avec eux, il est sorti. Et le rave, il voulait les voir pour leur dire, quoi, leur parler, et il dit non, on ne veut pas voir le rave. Et je vous répète, l'un était religieux en plus, et l'autre était ashkénaze, n'était pas religieux. Mais ils ont reçu, a priori, une orange avec une bombe à l'intérieur, qui avait d'autre but que de leur permettre de se sauver de la prison. Mais ils étaient condamnés à mort et ils n'ont pas pu se sauver. Mais ce qu'ils ont fait, par contre, c'est qu'ils se sont embrassés l'un dans l'autre avec l'orange au milieu et ils se sont explosés. Et Menachem Begin, si, vous cherchez-le sur YouTube, vraiment c'est important. Il dit, et comme ça, dans un cri, donc quand il est Premier ministre, ah, c'est Ashkenazi, Sfaradi, Yehudi. Faut entendre Menachem Begin qui parle. Je vous dis, c'est d'une beauté extraordinaire. La réhébraïsation, c'est ça. D'accord? C'est ça qu'on est en train de parler. On ne règle pas le problème ni avec Agouda, ni avec Chasse. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Qui se terroge maintenant depuis 2 ans? Attends, le soldat, il a une kippa shroura, il est séfarade, il a acheté. Non, c'est exactement ça. Non. Il y a aussi là-bas. Mais le musée, si vous n'êtes pas allez à ce musée, c'est le musée de la résistance à Jérusalem, juste en face de l'école de Betzalel. Quand je vous dis nous avons avec mon épouse intoxiqué mes enfants depuis le berceau, c'est que tous ces musées-là, on est allé avec mes enfants. Mes enfants, ils ont grandi avec ça. Je suis à 100% pour. Mais tu vas t'étonner, malheureusement, j'ai vu ce que mes enfants, dans quel environnement ils ont grandi, même des Israéliens qui sont nés en Israël ne sont pas forcément allés ni à Atlit, ni au Mouzon à Marteret, ni à Lechi, ni à Etzel, ni ce que tu veux. Musée de la Résistance, c'est extraordinaire, c'est une prison, c'est la prison de Jérusalem, en face de Betzalel. Non, aussi, ça. Bien sûr, bien sûr. Par les Anglais. Et encore une fois, et combien il y a eu des tensions en interne, la Haganah, le Lechi, le Hetz, on connaît la problématique. Mais là, au niveau identitaire, c'est ce qu'il est en train de vous dire, il s'agit en Israël, on répète, de résoudre des problèmes de société concrets, réels, et de participer en tant que séfarade à la réhébraïsation du peuple juif. Un des indices les plus évidents de ce premier problème est qu'aucune organisation juive ashkénaze ne s'intitule ashkénaze. Elle est juive. Par contre, les Sfaradim, bah oui, on sait. D'accord? Alors que les juifs séfarades sont contraints d'ajouter au terme identité juive l'adjectif séfarade. Je vous dis d'ailleurs, dans tout cet esprit de white anglo-saxon protestant que je citais tout à l'heure, c'est ça. Il y a cette idée d'élite qui est en train de se casser la figure.
Quand je vous dis que c'est de moins en moins d'actualité, Baruch Hashem, David Zini, sans le vouloir, il a brisé la vitre. Il a brisé quand on dit pas ça, le plafond de verre. D'accord? Bon, cela dit, il est moitié ashkenaz, par sa mère, par sa grand-mère. D'accord? Par sa. Je te promets, Betty, mes parents, ils sont là. Tu vois mon fils, tu cherches, où est-ce qu'il est, c'est Kvarad? Il est blond aux yeux verts. Il en résulte une asymétrie, un décalage qui dévoile bien le côté artificiel auquel nous faisions allusion auparavant. En effet, dans les pays d'islam, séfarade signifie juif, mais les séfaradim transplantés en pays de chrétienté doivent eux-mêmes ajouter l'adjectif séfarade, comme si être séfarade ne signifiait plus être juif. De la même façon, dans les organisations séfarades en Israël même, la normalisation de cette judaïté face à l'impact de la judéité venue de la culture occidentale ne pourra s'effectuer que lorsque les Sfaradim arriveront à évacuer l'adjectif séfarade de l'intitulé de leur institution. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est là où j'arrive à mon anecdote, quand je suis arrivé à Akko, parmi les nombreuses explications intellectuelles d'une grande intelligence, d'une grande profondeur que j'ai reçues, tout le monde aura compris le cynisme, une qu'on m'a expliquée, il y a deux explications qui sont extraordinaires. La première, c'est pourquoi est-ce que les Juifs ashkénazes ont plus été décimés pendant la Shoah. C'est parce que les Juifs ashkénazes, ils ont moins de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu que les Juifs séfarades. Là, déjà, on sent la grandeur. D'accord? J'écoute parler, machin. Ce qui est absolument abject, parce que vous avez des rabbinim extraordinaires qui sont venus du monde ashkénaze et qui sont allés à Auschwitz. Ça n'a rien à voir. Mais j'écoute. Et à la fin, je mets la petite touche. Ben justement, je sais, tu as raison, mais j'ai épousé une femme ashkénaze malgré tout. Voilà, tac, prends ta tête. Et le deuxième point qu'on m'a expliqué quand je suis arrivé, c'est bon, c'est Faradim, pourquoi on n'a pas le bac? Pourquoi on est nul? Ben, c'est à cause des ashkénazim. Je ne supporte pas cette victime, je ne la supporte plus. Parce qu'il y a cette idée de dire, comme on est arrivé en Israël dans les années 50, et qu'on a été mis dans des caravanes, qu'on a machin, qu'on a vécu, qu'on a un truc, ça me fatigue. Je ne supporte plus cette victimisation absolument inutile. Tu veux t'en sortir, eh ben tu retrousses tes manches et tu y vas. Ça fait 30 ans que je suis en Israël, j'ai un accent français. À chaque fois qu'il y a un gosse qui me dit t'es français, je lui dis non, d'abord je ne suis pas français, je suis venu monter de France. Et ensuite, je lui ajoute, quand il a 14, 15 ans, 20 ans, 30 ans, maintenant je peux le dire, même 40 ans, eh ben, je lui dis, j'étais israélien quand ton père et ta mère, ils ne t'avaient pas encore programmé. Ne deviens pas me casser la tête en disant que je suis français. Voilà, prends dans ta tête deuxième fois. Non, je ne suis pas français. Je ne suis pas français. J'ai un accent français, je ne suis pas français. Non, c'est insupportable. Non. D'abord, d'abord, les deux passeports sont ni israéliens ni français, sont totalement dénués de trucs. Tu te fais une fixette inutile, quoi. Non, mais de la même manière, nous sommes israéliens. Évidemment. On l'a jamais été. Ça fait 3 ans que je suis là, je suis israélien. Mais je suis aussi russe, je suis aussi français. Encore une fois, j'ai ce privilège, je me permets de m'octroyer ce privilège. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, je me permets d'octroyer ce privilège, d'accord? Je suis acteur dans la société israélienne Rabotaï, d'accord? La majorité, pas seulement à cette table, la majorité, je l'ai vu quand j'ai travaillé l'année dernière dans un lycée, j'ai pu m'en rendre compte, la majorité des francophones qui arrivent en Israël, eh bien, ils sont malheureusement, encore une fois, et ce n'est pas un reproche, c'est une réalité, quand on a une alia de masse, automatiquement, c'est beaucoup plus délicat, et surtout quand on monte à la retraite, mais même quand des gens ils à un certain âge, ils n'arrivent pas à parler l'hébreu, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la société israélienne. Quand on a un certain âge, il est évident que Nathania est une aubaine que je respecte pleinement, mais quand on parle de quelqu'un de jeune, encore une fois, il est impératif de connaître l'hébreu. J'ai été à la fac en Israël. Je travaille dans des écoles israéliennes. Je suis constamment en train de véhiculer l'israélien. C'est normal. D'accord? Oui, mais encore une fois, je suis heureux que tu sois d'accord avec moi. Mais je peux t'assurer, encore une fois, que ce n'est pas forcément. Et c'est pour ça que j'insiste. Oui, j'ai un accent israélien. Là, tout le monde qui vient d'arriver, non, bon, ben, ils sont dedans. Exactement. 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 D'ailleurs, ils commencent à faire dans la cour. Donc, il y a un Exactement. problème à cause du bac.
Mais c'est exactement cela. C'est exactement cela. D'avoir encore une fois ce privilège. Et on est encore une fois acteur, vraiment. On n'est pas pro-sioniste comme on est en France. Les gens en France disent on est sioniste. C'est pas vrai. Tu es pro-sioniste. Tu viens soutenir dans le sionisme. D'accord? Si j'étais jeune, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est pas le bac, quoi. À Stuttgart. Non, mais c'est très, encore une fois, comme j'ai dit. Oui, mais c'est pas grave, encore une fois, cet effort-là, il est souhaitable. Cet effort, mais j'en suis conscient, mais cet effort-là, il est louable. C'est ça que je veux te dire. On a une volonté de, et c'est tout à fait honorable. Mais il y a une réalité qu'on peut entendre dans plein de communautés. Encore une fois, on est entre nous. Et on est entre nous et on n'est pas prêt à essayer d'entendre, encore une fois, autrui. D'accord? J'ai toujours dit que le plus grand compliment que j'ai entendu de proches, de familles, de parents, c'était vous les Israéliens. Mais pour moi, si tu me dis vous les Israéliens, soi-disant genre vous les Israéliens, Quand je veux faire une insulte, Abdullah, je me gêne pas. pour cela, il faut qu'à l'image des Ashkenazim, les Sfaradim réussissent à créer l'Israélien aîné, fier et d'origine orientale Fier et dominateur. et sûr de Ça lui-même. me rappelle quelque chose. De Gaulle. C'est ça. Fier. On est fier d'avoir, et je vous répète, on est fier d'avoir des rites, on est fier d'avoir une littérature, on est fier d'avoir une culture. Encore une Je me fois. rappeler pour De Gaulle, parce que moi, j'ai jamais ressenti ça comme une insulte. Non, non. J'ai toujours ressenti ça comme un compliment. Mais ça veut dire, excusez-moi, Parce que tout le monde- ça veut dire aussi, je reprends sur mon propos, ça veut dire aussi que quand nous avons Baruch Hashem, aujourd'hui, vous avez je répète sur la question de la musique, vous avez des musicalités aujourd'hui qu'on entend. Pour moi, ce n'est pas une fierté séfarade d'entendre tous ces chanteurs orientaux qui disent pourquoi tu es parti, pourquoi tu es revenu, pourquoi truc, pourquoi. Ce n'est pas une fierté, d'accord? Par contre, c'est une grande fierté quand il y a un concert et il y a Avraham Fried et Moshe Louk qui chantent ensemble. D'accord? Pour moi, ça, c'est extraordinaire. Et en plus d'entendre Avraham Fried, qui loue les mérites, qui loue la qualité vocale de Moshe Louk. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup Avraham Fried, j'aime beaucoup évidemment, mais c'est quand même assez intéressant de se rappeler que Avraham Fried, il est capable de chanter du Avraham Fried, mais il n'est pas capable de chanter du Moshe Louk. Moshe Louk, si vous connaissez ce chanteur qui est extraordinaire, une capacité vocale qui fait qu'il est capable de chanter avec une. D'accord? Et en même temps, de chanter du Avraham Fried. Il le fait, il chante extraordinaire. L'accent visuel. Exactement. Très détaillé. C'est pas seulement un accent. C'est pas un accent, il y a une. Trémolo. Exactement. Oui, oui. Mais il faut voir, c'est génial. Trémolo, très D'accord? Et j'adore des chanteurs chassidiques du monde ashkénaze, et j'adore les chanteurs sfaradim. J'aime, encore une fois, je répète, cette globalité sans exprimer une honte de quelque bord que ce soit. Et c'est ça. Notre avenir est d'être hébreu. Pour formuler un judaïsme séfarade hébraïque, il faut donc légitimer le séfaradisme. On y arrive, et ça va prendre du temps. Mais ça veut dire, je répète, que le juif séfarade arrête de, encore une fois, comme j'ai dit, de se victimiser, de dire je ne suis pas intelligent, je n'ai pas été à la fac. Va à la fac. Ça suffit. Oui, non, On est tombé à la fin. la terre d'Israël, Rabotai, la terre d'Israël également est l'objet de tension. Rabotai, la terre d'Israël également, vous avez l'avant-dernière feuille. La terre d'Israël également est l'objet de tension quant au principe même. Le problème est compliqué par le fait que la diaspora continue dans sa rémanence, permanence de l'identité juive en relation de solidarité et d'identité par rapport à l'État juif. Je m'explique. Vous avez une sorte d'influence, de nostalgie qui persiste, bien que la cause a disparu. C'est-à-dire qu'effectivement, à 2-3 générations, il n'y a plus tellement de questions de séfarade et ashkénaze. Mais malgré tout, dans certaines familles, dans certains endroits, il vient d'où? Ça, c'est un. Deuxième point qui est dramatique par rapport au judaïsme qui est en diaspora, il y a une controverse qui existe entre plusieurs rabbinim et qui m'a, des amis à moi d'ailleurs, qui m'a profondément marqué.
à savoir, est-ce qu'il y a encore un espoir, accrochez-vous bien à votre table avant de rugir, est-ce qu'il y a encore un espoir des Juifs, je vais pas dire des Juifs de France, est-ce qu'il y a encore un espoir des Juifs français? Eh bien, il y a un arabe qui dit que il n'y a plus d'espoir, que c'est foutu. Les Juifs français sont foutus. D'accord? Et il y a une réalité inverse. Je parle des Juifs qui habitent en France. Je vais expliquer. Et je vais expliquer. Ah bon? Non, non, c'est ça. Les Juifs français, religieux ou pas religieux, le rabbin en question dit, dans leur mentalité, dans leur comportement, ou d'assistanat, parce que c'est la France qui a fait que, ou parce qu'ils arrivent ici en disant, allez, on va nous donner, on va nous apporter, parce que quand même, qu'est-ce que l'État d'Israël me donne? Non. Alors, Habibi, on t'a pas attendu, on avance, d'accord? Et ça, c'est le premier point. Et l'autre rave dit, non, c'est vrai que c'est très difficile, mais il faut vider les fonds de tiroir comme on peut, c'est la dernière phase avant la Géoula finale, donc il faut s'investir. Mais je vous répète, c'est très, très difficile. Je l'ai vu l'année dernière et je le vois encore. C'est très difficile pour ma part, et je ne suis pas le seul, à parler avec des juifs. Vraiment, je pèse mes mots, des juifs, j'espère que vous comprenez la nuance, pas des juifs francophones, mais c'est très difficile pour moi de parler de plus en plus maintenant avec des juifs français. Qui veulent être assistés. D'accord? Parce qu'il y a une mentalité individuelle, la notion d'entraide à son prochain, elle n'existe pas forcément chez les Juifs qui ont vécu une mentalité française. Et quand on est en Israël, on est engagé au niveau du collectif. D'accord? On est engagé, on part à l'armée, par exemple. Et la problématique de l'armée, malheureusement, elle reste aujourd'hui une question très épineuse dans le monde français qui arrive en Israël. Le problème, encore une fois, du peuple, cette compréhension et cette critique facile à l'égard de ce juif qui n'a pas de kippa, qui a un tatouage, etc. On ne comprend pas cette ambivalence, encore une fois, alors qu'eux-mêmes, Imkol Hakavod, ne sont pas forcément les plus érudits de la terre au niveau toranique. Il y a une vraie problématique. Pourquoi est-ce qu'il dit effectivement que les juifs sont foutus? Je vais donner quelques illustrations. Parce qu'en réalité, d'abord, il faut beaucoup d'humilité, ce qui manque parfois. Et je me permets d'insister en vous disant, ce que j'ai dit d'ailleurs à des soldats d'origine russe, d'origine ukrainienne, etc., que j'ai énormément de respect pour les Juifs, avec tout ce que ça pose comme problématique identitaire, certains se convertissent pas, peu importe. Mais j'ai énormément de respect pour les Juifs russes que j'ai vus depuis 30 ans faire des choses extraordinaires. Ils sont médecins en Ukraine, ils se balayent les rues ici. Ah ouais. D'accord? Un ingénieur. D'accord? Moi, j'ai déjà répété. J'avais expliqué, il y avait une mère, un garçon à la yeshiva qui avait une copine et qui devait se marier et qu'il voulait se marier. J'ai essayé de faire reculer d'un an de plus et la mère, elle est folle d'inquiétude. Mais qu'est-ce qu'il va faire, mon fils? Ben, je fais écouter, il va être postier, il va balayer les rues, il va balayer les escaliers, comme tous, comme on l'a tous fait. Quoi? Mon fils postier, mon fils balayer les rues? Mais je fais, il n'y a pas d'autre solution. Il a une copine. Combien de temps vous voulez qu'il reste avec une copine en restant dans le sens de la Torah? Il ne va pas rester 10 ans avec une copine et dans le sens de la Torah. On n'est pas des robots. Et la mère, ah non, non, elle est au chômage, divorcée. Est-ce que vous voulez? Non, non, mon fils, il va pas faire ça. Eh ben non. Quand on vient en Israël, on va être plongeoir, on va balayer les rues, on va être agent d'accueil dans le train. On le fait, un, parce qu'il faut ramener du pain à la maison, et deux, parce qu'on est en Israël, et que c'est notre pays, et qu'on bosse, et qu'on se casse la tête, et qu'on se creuse les ménages, et on bosse. Oui, j'espère pour eux, mais le problème, c'est qu'ils viennent malheureusement, comme dit bien l'expression bien connue, une main devant, une main derrière. Et ils arrivent dans des réalités qui sont très saugrenues, où ils n'ont plus la capacité, encore une fois, de pouvoir s'assumer, et ils n'ont pas le choix. Tu parles Les des, enfants, tu parles des Russes, mais il faut savoir que la l'autre, mentalité est forcément Tu as tout à fait raison. Forcément. Ils ont connu 400 ans Tu as tout à fait raison. l'Empire turc. Tout à fait Ils raison. ont connu 250 ans Ah, bataille. de tsarisme. Ils ont connu 150 ans de communisme. Ils ont connu 700 ans Tu as d'oppression. tout à fait raison. Et dans cette oppression, quel qu'était leur niveau, il fallait nourrir la famille.
Malheureusement, une demi-journée de queue pour aller acheter un malheureusement, demi-pain parce que tu avais droit à un demi-pain. malheureusement, Donc, le danger inhérent, constant au peuple juif, comme il est indiqué, il y a un des maîtres, Rav Shapira, Shapira Lublin, Shapira de Lublin, le fondateur du Daf Yomi. Il dit un enseignement pourquoi l'œuf dans le plateau du Seder vient rappeler le peuple juif. Parce que il faut le chauffer pour qu'il durcisse. Voilà, c'est clair? ça s'ajoute à la demi-craie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord? Et c'est ça. Tu vis sereinement, a priori, c'est devrait être une aubaine. Tu vis sereinement, comme je l'avais déjà indiqué, tu vis sereinement en France. Grâce à Dieu, Macron est président. J'ai remis mes valises dans l'armoire. Bon, ben voilà, on va continuer. Mais vous vous rendez compte du drame? Donc c'est ça. Il faut se libérer. Libérer, délivrer. Ah oui. Libéré. Ben voilà, Ah, ça, on sait ce que tu vas faire pour vous. juste ça. Relation extrêmement complexe au niveau individuel, mais appartenant au niveau collectif à une sorte de préhistoire. Encore une fois, vous avez. J'ai entendu je me rappelle ça à propos de la France. J'ai entendu des adolescents, ça m'a toujours beaucoup fait rire, qui se parlent mutuellement. Les juifs séfarades, machin, et t'es vraiment radin comme un mécnésien. Mais de quoi tu parles? T'as jamais mis les pieds, t'as jamais mis l'orteil à Meknès. Non, mais C'était trop cher. mais non, mais c'est ça. Mais c'est de la préhistoire. Mais c'est de la préhistoire. Mais c'est ce qu'il te dit. Mais encore une fois, Rabotai, c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. D'accord? Quand tu entends quelqu'un qui a vécu pendant des années au Maroc, en Algérie, tu peux comprendre, c'est un vieux, bon, il parle, etc. D'accord. Mais quand c'est un jeune de 15 ans, mais de quoi qu'est-ce que tu parles? Oui, mais c'est ça le problème. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire, à une sorte de préhistoire. Car la diaspora, car la diaspora se dit être la diaspora de l'État d'Israël. En réalité, comme telle, elle est la permanence de la diaspora des Judéens du deuxième royaume détruit par Rome. Mais de quoi tu parles? Tu vis encore une fois, tu vis je ne sais pas comment ça s'appelle ça? Tu vis t'es en retard, t'as loupé le coche. C'est fini, Rome, ça y est, on est terminé. En différé, tu vis en. Non, c'est plus que ça. T'es un pecno, tu vis encore dans le passé alors qu'on a déjà avancé. Mais contemporaine déjà du troisième État d'Israël et plus ou moins solitaire. Non, il faut quand même des juifs en diaspora. Mais de quoi tu parles? L'État d'Israël, encore une fois, il est aujourd'hui quelque chose, encore une fois, de constitutif, l'essence même, je ne sais pas comment dire ça, la sève, la quintessence de ce que représente l'avenir du peuple juif dans le monde. C'est là. Il y a beaucoup de gens qui disent que la diaspora est indispensable. Oui, qui disent. On a vu. Il y a les rabbins, Oui. il y a Voilà. Vas-y, juste appuie sur le bouton. Juste appuie sur le bouton. Et même, écoute, le maire de New York est tellement sympathique. Voilà. Justement, D'accord? j'ai vu quelqu'un écrire sur un groupe. Il est important qu'il y ait une grande diaspora. Voilà. Parce que sinon, les appartements seront trop chers pour se manquer de ce qui reste, tu vois. Mais c'est dur, encore une fois, c'est aujourd'hui clairement, si vous avez un doute dans le passé, c'est clairement de la bêtise. Je me permets, vraiment je me permets, mais ce n'est pas du tout par mépris. Parce qu'il y a ma mère qui est là et qui m'avait écrit, je ne sais même plus où elles sont d'ailleurs. Excuse-moi de rappeler cet épisode. Il y avait des correspondances quand je suis monté en Israël. Donc évidemment, pourquoi tu es monté, on est monté, etc. Aujourd'hui, bon prochaine, comme vous savez, ils pensent à 375 degrés. Mais le fait est, c'est que je suis monté avant Rabin. Feu, Rabin, feu. Aval. J'ai monté, vous savez qu'on dit feu Rabin, mais c'est aussi feu Rabin, feu. Aval, non, on va déconner. Aval, le fait est, c'est que ça, et avant Rabin, machin, les trucs, c'est la catastrophe, il y a les attentats et tout ça, il y a Rabin qui arrive, vraiment, reviens en France. Non, 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 non. D'accord? On est passé de ça à ça. D'accord? Il avait 19 ans.
Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce phénomène sociologique de ces petites lettres-là, encore une fois, c'est pas un phénomène global, mais ça exprime exactement ce qui s'est passé au moins depuis 30 ans en Israël. Tous les gens qui ont dit fais attention quand tu vas en Israël, aujourd'hui, comme vous le savez très bien, disent fais attention quand tu pars en France. Ouais. C'est pas le contraire. D'accord? C'est exactement cela. Parce que nous sommes à une autre dimension historique, nous sommes à une autre période, nous sommes à la période de la délivrance. Donc celui qui vit encore en retrait, qui vit encore dans le passé, il est nostalgique d'une réalité qui n'existe plus. D'accord? Je répète, cette réalité, elle n'existe plus. On ne peut pas avoir la nostalgie d'une réalité qui n'a plus de cours. D'accord? Et ce n'est pas vrai qu'au sens du peuple juif. Toutes les entités politiques dans le monde voudraient retrouver une certaine sérénité et cohérence. Ils ont une nostalgie de liberté, égalité, fraternité, mais ça n'existe plus. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Donc, il y a un décalage. La diaspora se pose encore des problèmes de sionisme, alors que l'État d'Israël, à l'époque, a 34 ans. D'autant plus aujourd'hui où il a près de 80 ans. C'est une réalité de facto. On n'est plus en train de discuter, encore une fois, l'existence ou non, à part le Hamas qui est en train de crever les Hashem Kanirbu, mais on n'est plus en train de parler de l'existence de l'État d'Israël. La seule diaspora de l'État d'Israël, la vraie diaspora de l'État d'Israël, ce sont les sionistes professionnels et les Yordim, ceux qui descendent s'installer en Allemagne. Et même eux, et j'en ai pu rencontrer un certain nombre, ce qui est quand même fascinant, c'est que quand ils sont en Allemagne il y a 2 ans, il est hors de question que je reste en Allemagne quand mon pays est en guerre. Et hop, ils reviennent. D'accord? Alors que, je tiens à vous dire malheureusement, que des juifs, pieux ou pas pieux, eh bien, qui arrivent notamment de France, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans chez certains? On va partir, on reviendra quand ça sera calme. Statistique à l'appui. D'accord? D'accord? Bakacha, en France ou ailleurs où tu veux. Ça va être moins calme. Mais on prend l'identité portugaise. Oui, c'est pas Quand le- il va dire à Thémas, quand je dois là, on les achète en France. C'était à eux de décider, mais jamais ils nous ont dit. Et encore une fois, On les a. je pense encore une fois, on voit bien où est la cohérence. Voilà, cohérence, voilà. C'est Je ça? crois que dans tout ce texte-là, il faut Exactement. recentrer le truc sur la cohérence. Exactement. Hein. Il faut prendre conscience du fait que c'est produit dans l'histoire du peuple juif en général, depuis l'apparition de la société israélienne, une véritable mutation d'identité. Entendez bien que l'israélien n'est plus le juif de l'exil que nous avons connu. D'accord? Comme j'aime à le répéter, l'antisémite primaire qui parle du juif qui a 80 ans, c'est le bossu avec les dents, avec les ongles et le nez, n'est-ce pas? Et qui veut le chapeau et qui veut voler l'argent, etc. L'antisémite primaire, comment est-ce qu'il dépeint aujourd'hui l'antisémite? C'est un soldat baraqué, musclé, avec une grosse kippa, avec des péotes, avec le fusil en train de balancer, en train de tuer un enfant palestinien. Je t'en marche, c'est bon. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'aux yeux de l'antisémite primaire, le peuple juif s'est renforcé comme on ne pouvait pas l'imaginer depuis 80 ans. C'est un nazi. Nous faisons un génocide. Tu vas te retrouver sur Instagram. D'accord? Voilà. S'ils avaient la moindre idée de ce que c'est qu'un génocide, ils fermeraient leur bouche. Ils se sont multipliés alors qu'ils sont un génocide. Non, on est magique, on est un peuple magique. Donc c'est ça. D'accord? Cette mutation d'identité, la période juive tend à s'effacer pour laisser place au temps hébreu. Et une autre typologie se fait jour. En effet, la perception de la relation au monde extérieur s'est cristallisée à travers l'exil de façon différente en monde ashkénaze où l'environnement était chrétien, le chrétien étant ce non-juif qui se réclame de l'identité d'Israël, et en monde séfarade où l'environnement était le monde islamique représenté par Ishmaël, second fils d'Abraham, qui a aussi un sens historique
allez voir Ayen Sham Sham, comme on dit, les deux cours que j'ai faits sur le renvoi d'Ishmaël et le sens d'Ishmaël. Il en résulte une perception différente, angoisse et remise en question perpétuelle sont le lot du juif ashkénaze, ce qui se traduit par des productions littéraires de type kafkaïen, confrontées à ce problème d'identité profonde, qui est Israël, le chrétien ou le juif, Édom, Rome, Jacob, le peuple juif. On ne peut pas être comme eux, tu comprends? Et on va publier un texte et on va y aller avec Amos Oz et avec Alebet Yoshua, c'est un prof que j'ai eu à la fac, qui est un grand auteur israélien, qui est une catastrophe ambulante, et je ne sais pas qui d'autre. Encore une fois, vous avez des gens qui ont produit, notamment Amos Oz, témoigne sa fille, que c'était quelqu'un, l'appel, le machin, etc. Il battait sa femme et sa fille à la maison. De quoi on parle? La grandeur. D'accord? Il ose le. Oui, mais c'est ça. Parce qu'encore une fois, ils ont véhiculé avec une grande inquiétude, eh bien, une pensée chrétienne de l'État d'Israël. Mais ça ne le sera pas, ça ne l'est pas et ça ne l'était jamais. Encore une fois, que n'a pas connu le monde séfarade originel situé en terre d'islam. On vit dans une réalité, quand on vient du monde ashkénaze avec ses problématiques internes, que, eh bien, on va prendre la violine parce qu'on va souffrir, on a souffert. Même la circoncision, on n'est pas sûr que le bébé il va vivre plus longtemps. Donc, on le fait avec les volets fermés. Chez les Arabes, ils venaient voir qu'on a bien fait la circoncision. Donc, le regard, par exemple, sur le cœur même, le sens même de notre identité, a un rapport totalement différent. Là, c'est cristallisé un conflit autre, de nature nationale, qui appartient à la terre d'Abraham, et non pas de rivalité religieuse. Pourquoi un juif séfarade et un juif ashkénaze peuvent se disputer? Ce n'est pas deux juifs qui se disputent. Ils se disputent l'identité polonaise et l'identité algérienne auxquelles ils sont encore attachés. De notre temps, ces deux tendances juives se rencontrent et chacun aide l'autre dans son conflit propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi quand on a épousé une ashkénaze et quand on a épousé un séfarade. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire, c'est pas ça la question. Non, on n'est pas obligé de le faire, mais ça veut dire qu'on a réussi cette problématique-là quand justement on a réussi à s'intégrer, comme je l'ai dit pleinement. Pour ma part, tout en gardant bien évidemment nos us et nos coutumes, eh bien, je fais partie de ces gens qui seraient ravis que ma fille elle épouse un noir, l'autre un yéménite, l'autre un algérien, l'autre un polonais. J'ai 4 enfants, je n'ai pas 15 000. Moment qui sont juifs. Exactement. Et comme j'aime à le dire, un juif d'Éthiopie n'est pas noir, il est juif. Ben, nous, on a des enfants mixtes. Moi aussi. Ah bah, c'est ça. D'accord? C'est quand même vous dire. Des petits-enfants. Ah, bataille. Terminons, on a presque fini. De notre temps, comme on a dit, on arrive à justement mettre fin à ce conflit. C'est la force du sionisme politique venu du monde ashkénaze qui aide les Sfaradim à reconquérir sur Ishmaël la terre d'Abraham, et c'est la tradition juive profondément ramenée de l'exil du deuxième temple, la Kabbalah, qui aide les Ashkénazim à triompher. La Kabbalah, la Kabbalah, a triomphé de la rivalité avec la théologie chrétienne. D'accord? Il y a une question comme ça qui nous a toujours beaucoup fait rire quand on était plus jeune, parce que je suis jeune, quand j'étais encore plus jeune, c'était, on demandait aux Ashkenazim, nos copains Ashkenaz, mais pourquoi vous allez à Méron voir Rabbi Shimon? Et qu'est-ce qu'ils disent? Vous l'avez pris pour Rabbi Shimon, vous l'avez pris pour un Séphara parce que vous l'appelez Rabbi Shimon. Mais si vous l'appeliez Reb Shimele, vous comprendriez que Rabbi Shimon, il n'est pas un Séfarade. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Ben, il est israélien, il est là. Il n'est pas d'origine de Séfarade, il est là. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Face à Reb Shemele. Tu vois, quand tu dis Reb Shemele, vous avez dit une fois que le Rav Manitou, il fait partie de ses maîtres. La première fois qu'ils ont entendu le Rav Tzvi Yehuda parler, j'adore cette anecdote. Il raconte qu'il a cru entendre son père. D'accord? Maintenant, vous devez entendre, parce que le Rav Tzvi Yehuda, il n'est pas séfarade. Jésus raconte qu'il n'est pas séfarade. Et il avait un accent ashkénaze très prononcé. D'accord? Comment tu peux dire, j'ai cru entendre mon père, qui est le Rav David Ashkenazi? Réponse, c'est la même voix, c'est le même sens,
c'est la même C'est le finalité. même propos. C'est le même propos. D'accord? Évidemment. J'ai des gens qui étudient avec moi depuis des C'est années. exactement ça. Je vais te dire, et vraiment, je ne me mets pas même pas une seconde aux orteils de ces. Mais j'ai des gens qui étudient avec moi depuis des années et qui ont commencé ces dernières années à lire Manitou. Et ils me disent, je suis fasciné, mais il y a plein, je lis plein de trucs et parfois j'ai l'impression de t'entendre. Pas éclater de rire. Et bah ouais, je suis désolé, hein. Oui, mais c'est un grand honneur. Tu vois, ah, bon, ouais, c'est ça. Feu, je reprends, Feu Eliaou Eliachar comparait les judaïcités séfarades et ashkénazes à deux piliers soutenant le même édifice, Israël. Il est urgent de consolider le plus faible, sinon l'édifice entier est en danger. Il s'agit donc de réhabiliter l'être culturel séfarade. Dans ce but, il est évident que la remise au jour des folklores particuliers à ces deux types juifs caducs de l'exil est importante pour la recherche du patrimoine juif et israélien comme tremplin pour l'avenir, mais si elle ne se fait pas sur l'écran de la réhébraïsation de l'identité, ce ne sont que des reconductions du passé, des archaïsmes. Mais dans la mesure où la base de réhébraïsation existe, c'est un enrichissement pour l'avenir. Je traduis ces quelques derniers mots. On a deux solutions, n'est-ce pas? Comme a dit, c'est exactement ce que dit Mao Tse-tung. Non, Che Guevara. Non, Eddie Merckx. Enfin bref, Mohamed Arbi Slimane. Eh bien, la Torah, c'est comme une bicyclette. Si on n'avance pas, on tombe. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Je vous ai cité la citation, bien évidemment, de Victor Piver. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'en réalité, si on ne va pas en avant dans cette réhébraïsation, dans cette réunification, en apprenant le sens et l'enrichissement culturel de chacun, eh bien, on risque de retomber un temps dans une identité du passé. N'est-ce pas? Et certains vivent tellement ce côté de nostalgie, ce côté on a été la femme blessée par le monde ashkénaze, donc on veut se renforcer dans le monde ashkénaze ou dans le monde séfarade. J'ai été invité plusieurs fois chez des amis lituaniens, profondément lituaniens, et vraiment j'avais une envie de, de participer à son kidouche. Il m'invite chez lui, je fais le kidouche. Non, je t'en prie, fais le kidouche. Et ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, ce genre de réalité, soi-disant, je vais aller, soi-disant, un kavod. Qu'est-ce que j'appelle le kavod? Qu'est-ce qu'on appelle le kavod? Je fais le kidouche, je donne à ma femme à mes enfants, et après, il fait le kidouche, il donne la femme à ses enfants. Mais il y a un truc, excusez-moi, il y a un truc problématique derrière. Dans une volonté de kavod, il y a un truc problématique derrière. C'est que je ne suis pas réellement encore prêt à accepter que ce que tu fais m'acquitte de la mitzvah. D'accord? Et ça montre bien que dans certaines écoles, encore une fois, sous prétexte du kavod, puisqu'ils sont ils sont convaincus qu'on est encore en exil. C'est même pas un prétexte, c'est inconscient. C'est Oui, c'est ce que je dis. C'est pas un prétexte. Bien sûr, c'est pas un prétexte méchant, c'est des gens qui étaient très gentils. Bien évidemment que non. Mais parce que ça vient d'un problème sous-jacent qui est beaucoup plus dramatique, c'est le problème de dire est-ce que nous sommes revenus en Israël, est-ce que nous apportons à la troisième état, l'état de la Géoula, ou alors nous sommes encore une fois encore en exil et nous nous sommes contentés de faire un déplacement géographique. Et moi, ce qui m'importe, et je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, c'est d'essayer encore une fois de retrouver une identité vivante, d'accord? Je ne sais pas comment vous dire. Vous entendez mes enfants chanter entre Netilat Yadayim et le pain, vous les entendez chanter les Mivtza, d'accord? Selon l'air traditionnel, c'est ce qu'on appelle c'est un chant en araméen, d'accord? C'est un chant en araméen. Ils le chantent, mais par cœur, c'est un truc. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans une éducation qui dit on a ce cheminement-là et on ne bouge pas. Et Dieu sait combien certains pourraient dire mais arrête avec tes simagrées, arrête avec tes folklores. C'est ça la manière. C'est ça la malek, Bétoun. Mais non, on continue, on ne bougera pas et justement, on intègre tout. On n'enlève rien, on intègre. C'est clair? Ah, nous avons fini cet article. Donc, je suis très heureux d'avoir fini parce que je voulais le finir absolument.